Vas-y, je te laisse. Bien, donc Emmanuel Ornez a fait la transition, donc c'est Paul Balandreau. Paul Balandreau, chef du service de chirurgie viscérale à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon et titulaire de la chaire de chirurgie de l'école de Val-de-Grâce, qui va nous faire la communication suivante sur en particulier la formation spécialisée transversale. Non. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, mon général, je vous remercie de m'avoir permis de faire une présentation sur la formation spécialisée transversale et de manière générale la formation en traumatologie de masse. Je vais vous parler aujourd'hui de l'état des lieux. On a déjà parlé il y a quelques mois des débuts de cette FST. État des lieux donc à ce jour. Alors je rappelle que il y a beaucoup de choses qui nous ont fait peur ces derniers temps, la réforme du 3e cycle, maintenant la réforme du 2e cycle, alors j'ai mis 3e, je me suis trompé, la sensation de nombreux chirurgiens, notamment viscéralistes, de ne pas être prêts, comme l'ont montré le rapport de l'AFC et l'étude d'Emmanuel Ornez, font clairement apparaître qu'il y a un énorme besoin de formation dans le domaine de la chirurgie traumatologique d'urgence. Alors, ce besoin en formation, il a été pris en compte d'une part par nos instances universitaires, au niveau du CNCEM, assez rapidement, dès les attentats de 2015, qui ont lieu en même temps que les débuts de la réforme. Et il a été décidé à ce moment-là que même s'il y avait une filiarisation poussée dès le début de la formation de nos chirurgiens, le volet traumatologique devait être bien exploité, enfin bien montré aux chirurgiens pour qu'ils apprennent, qu'ils aient des connaissances et des compétences dans le domaine. À côté de cela, il était décidé de faire une formation spécialisée transversale au même titre que toutes les autres FST. Ce qui a été décidé récemment, c'est que le domaine des connaissances donc de cette FST servira aussi dans le cadre du développement professionnel continu. Donc il sera accessible à tous les chirurgiens volontaires qui iraient donc se loguer sur la plateforme d'enseignement numérique CIDES-NG. Bon, ça c'est le volet universitaire. Le volet DGS maintenant, alors suite au résultat du congrès de l'AFC, nous avons été convoqués avec les différents représentants des collèges et des différentes spécialités pour faire face au risque d'attentats ou même de catastrophes naturelles qui amèneraient beaucoup de blessés d'un seul coup. Alors cette réunion a eu lieu fin octobre avec le docteur Jean-Marc Philippe, représentant du professeur Salomon à la DGS, et il nous a été dit à ce moment-là qu'il allait être créé des établissements de soins régionaux de référence dans le domaine de la traumatologie qui seraient pris parmi les trauma centers, qu'il fallait coordonner le développement professionnel continu à l'échelon national et il a été désigné à ce moment-là un staff chirurgical composé essentiellement des représentants des collèges, avec notamment le professeur Arvieux qui est co-auteur de ce travail-là et moi-même, avec financement notamment des séminaires de formation et d'éventuels stages. Alors, ce staff chirurgical a pour objectif, on s'est fixé un objectif triple, d'abord superviser la formation, qu'elle soit initiale ou continue, élaborer des recommandations de bonnes pratiques, et coordonner sur le territoire national la continuité des soins au niveau de la traumatologie, coordonner les trauma centers, labelliser les trauma centers en fonction de leur plateau technique et donner donc un agrément à ces formations. Alors tout d'abord la formation spécialisée transversale. Elle existe. Alors, on nous a demandé finalement d'inscrire les gens plus tôt que prévu. Cette FST, on devait commencer à inscrire les étudiants à la fin de leur 3e cycle, ce qui aurait dû correspondre à 2020-2021. Et en fait, on a dû les inscrire en 2019. Donc ça allait un peu plus vite que prévu. Cette FST, elle se traduit par quoi ? Par des séminaires auxquels devront assister les étudiants et des stages validants. Alors, cette FST, je ne vous le cache pas, elle est directement inspirée de la formation complémentaire que l'on donne aux chirurgiens militaires.
Et pour moi, enfin pour nombreux d'entre nous, il n'est pas exclu que le fonctionnement des trauma centers soit inspiré aussi de nos antennes chirurgicales. Je milite depuis quelques mois à ce que les chirurgiens qui prennent des gardes dans les trauma centers au niveau de la permanence des soins soient, comme dans nos antennes chirurgicales, donc comme on disait tout à l'heure, toute la traumatologie des membres, elle est prise en charge par le chirurgien orthopédiste qui a complètement intégré ça dans sa formation. Même s'il s'agit d'un chirurgien de la main ou d'un chirurgien du genou, il a une formation qui lui permet d'être confronté à la traumatologie de tous les membres. Les viscères en général, alors avant c'était le chirurgien généraliste, maintenant ça n'existe plus, mais maintenant c'est un chirurgien issu d'une spécialité telle que la chirurgie viscérale, mais aussi la chirurgie urologique et la chirurgie vasculaire, et aussi la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc on estime qu'un chirurgien issu de ces 4 spécialités, à condition qu'il ait fait le cours militaire qui s'appelle le CACHIRMEX, ce chirurgien a les compétences pour pouvoir traiter un militaire français qui est atteint d'un traumatisme du tronc en général. On ne prend pas dans nos antennes, on ne va pas prendre un urologue, on ne va pas prendre pour les traumatismes rétropéritonéaux, on ne va pas prendre un thoracique juste pour les troncs, pour le thorax. On prend éventuellement un viscéral, mais il a le CACHIRMEX. Et on a rajouté, alors ça c'est dans quelques mois, les antennes chirurgicales seront dotées d'un 3e chirurgien qui sera un chirurgien spécialisé dans la tête et le cou, que l'on prendra soit parmi les ORL, soit parmi les maxillofaciaux, soit parmi les neurochires, et qui là encore aura un DES, il fera son métier en France dans son domaine d'activité de prédilection, mais il saura ouvrir un crâne, il saura réparer une plaie complexe de la face, il saura faire la plupart des gestes techniques en traumatologie grave. Et je ne vois pas pourquoi on mettrait maintenant dans le trauma center uniquement des chirurgiens digestifs en premier lieu au niveau de la garde. Donc, pourquoi on ne mettrait pas un thoracique et vasculaire qui aurait une formation complémentaire adaptée, donc soit le CACHIRMEX, soit la FST. Donc pour revenir à cette FST, nous avons donc 20 inscrits cette année. Le premier séminaire aura lieu, je l'espère, dans 2 semaines, si ça ne nous est pas interdit à cause du Covid-19. Ce premier séminaire se fera non pas en Italie du Nord, mais à Grenoble et à Lyon. Il durera 4 jours, et si vous regardez un petit peu ce programme dans les détails, on fait une grosse part quand même aux travaux pratiques. Il y a effectivement pas mal d'enseignements théoriques, mais beaucoup de travaux pratiques. On va s'inspirer un petit peu du modèle CACHIRMEX et FST, où on apprend en même temps sur des modèles anatomiques les procédures chirurgicales d'urgence. Les auditeurs sont les étudiants inscrits à la FST, mais pas que cela. Il y a aussi des chirurgiens sur simple volontariat. On leur demande une lettre de motivation. Et des étudiants volontaires, de préférence en fin de formation. Ça, c'est pour le volet théorique. Pour le volet pratique, pour valider cette FST, on ne pourra pas demander à ce que les semestres ne valident que la FST. On ne peut pas faire de semestre validant uniquement en traumatologie, parce qu'en France, on n'a pas de trauma center exclusivement dédié à la traumatologie. Donc, ils feront leur stage dans des stages sur des terrains qui valident leur agrément, enfin qui ont un agrément principal dans leur spécialité. Un viscéral ira en viscéral, mais ce terrain de stage aura aussi un agrément fonctionnel pour la traumatologie. En gros, ce seront des services de chirurgie, donc soit d'orthopédie, soit de maxillofacial, soit de viscéral, mais qui seront en général dans les trauma centers de niveau 1 ou alors voire des établissements de santé régionaux de référence. Alors pour le portfolio, tout est encore prêt pour les discussions. On demandera donc à ce que les internes puissent cocher sur un portfolio qui va être un portfolio numérique le fait qu'ils aient vu un certain nombre de procédures, qui seront pas forcément que des procédures chirurgicales, mais aussi des procédures globales, accueil d'un blessé ou déchocage, exercice plan blanc à l'hôpital, est-ce qu'ils y ont participé. Donc tout sera mentionné.
Voilà pour l'enseignement théorique. Donc, comme je vous le disais, ce sera sur la plateforme d'enseignement numérique CIDES-NG qui est en pleine évolution, avec des cours en ligne. Les gens s'inscrivent et nous arrivons à voir si les étudiants vont suivre les cours. Ils ont des évaluations avant et après cours. Et nous disposons à cet effet d'un ingénieur pédagogique qui nous aide largement là-dedans, qui est pris à hauteur d'un demi-ETP. Ça, c'est le premier volet, donc pour ce staff. Le deuxième volet, c'est les recommandations de bonne pratique. Alors, vous savez que les recommandations de bonne pratique ont été largement diffusées dans de nombreux domaines, la cardiologie, la cancérologie, etc. Et en traumatologie, on est assez pauvre et les quelques recommandations qui ont été faites l'ont été surtout sous l'égide de la SFAR. Nous avons participé, le professeur Angiras devant moi a participé au RDP sur les traumas pelviens. Moi, j'ai fait l'an dernier celle sur les traumas abdos, et on souhaiterait que des recommandations soient encore faites par consensus formalisé, histoire d'avoir des recommandations opposables désormais, y compris en milieu défavorisé comme en milieu militaire. Alors ça se fera bien sûr pas que entre nous, ça se fera avec les autres intervenants, notamment anesthésistes réanimateurs et urgentistes. Et enfin, pour terminer, la supervision de l'organisation et de la coordination au niveau des établissements de soins. Alors ça, c'est un sujet assez délicat parce que j'ai été amené à comprendre que les ARS et les UFR sont souveraines dans leur région et qu'il est difficile de dire à une ARS votre trauma center ne remplit pas le prérequis pour être un trauma center. Alors nous avons l'intention de nous présenter comme des conseillers et de faire éventuellement des visites sur site pour essayer d'améliorer les choses, de ne pas se montrer plutôt comme coercitif, mais comme quelqu'un qui aide à la prise en charge. On sait déjà qu'il y a des grosses disparités entre les régions. Alors la meilleure région dans le domaine, c'est celle de Grenoble, qui avait commencé bien avant nous tous. Moi personnellement, je suis dans une région où les traumas sont très bien dirigés. Donc vers le trauma center de niveau 1, ça amène une amélioration de la qualité des soins. Dans les trauma centers qui sont bien organisés, les procédures sont éditées, c'est-à-dire que les patients, lorsqu'ils arrivent au déchocage, tout le monde a sa place, y compris le chirurgien. Il y a une évaluation du patient qui est faite de manière assez formelle. L'anesthésiste réanimateur évalue la fonction, la réserve fonctionnelle. Nous évaluons les dégâts anatomiques. On ne discute pas longtemps sur les procédures puisqu'on les a déjà réfléchies en amont, et souvent elles sont éditées sur notre plateforme numérique. On voudrait que ça se fasse un petit peu comme ça dans d'autres établissements. Alors, tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais des gens qui font de la polytraumatologie mais qui ne sont pas des trauma centers numéro 1. Je pense que c'est possible dans la mesure où on peut faire aussi des polytros dans les trauma centers de niveau 2. Je pense qu'il est aussi important d'établir des trauma centers de niveau 2, tout ça pour éviter les phénomènes d'under ou d'uptriage qui font que les malades, si tous les patients sont envoyés dans le même trauma center, on aura des problèmes de surtriage avec des problèmes de saturation des structures de soins. Donc il faut garder aussi des trauma centers de niveau 2, et c'est pour ça que de temps à autre les gens prennent des polytraumes alors qu'ils ne sont pas dans un trauma center numéro 1. Et bien sûr, alors les ESR-R, c'est quelque chose qui n'est pas encore officialisé, mais qui va se faire assez rapidement. Il y aura un ESR-R, un établissement de soins régional de référence dans chaque région. Dans certaines régions, il n'y en aura pas. Donc ça va se faire aussi à l'échelon suprarégional. Le but de ces ESR-R, c'est de contribuer à la formation des acteurs de soins. Non pas seulement des acteurs de soins, mais à la formation aussi des formateurs. Et enfin, l'élaboration d'un registre national, on va y arriver peu à peu. On sait que beaucoup de registres de traumatologie ont été créés. Parfois, c'est de simples fichiers Excel dans certains hôpitaux. Parfois, c'est un peu plus élaboré. Les deux principaux qu'on va essayer de fusionner sont le registre de Rhône-Alpes, donc le traîneau, et le registre qui a été créé dans la région parisienne, le Traumabase. Alors là, le problème, c'est que ces registres sont entièrement à la main de nos confrères anesthésistes réanimateurs. On va essayer de se rapprocher d'eux pour déjà les aider à fusionner, et aussi pour y intégrer de plus en plus d'items chirurgicaux.
J'ai terminé, Monsieur le Président. En général, j'espère que la sonnerie ne va pas approcher. Merci beaucoup pour cette belle présentation et surtout pour ce gros travail. Et je me réjouis en particulier de voir que la FST va prochainement débuter, ce qui me paraît une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Oui, l'Académie de chirurgie est très impliquée dans l'organisation territoriale de la chirurgie. Vous savez que probablement qu'il y a des réunions qui se tiennent à la DGOS depuis environ maintenant 2 ans pour donner des possibilités aux différents établissements de réaliser tel ou tel type de chirurgie pour que les choses soient organisées. Est-ce que, alors, bon, comme vous n'êtes pas une spécialité médicale, vous êtes un peu en deuxième ligne, mais votre réflexion sur la labellisation des centres et sur l'organisation justement territoriale pourrait tout à fait s'intégrer dans cette réflexion. Il n'est peut-être pas trop tard. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts ? Alors pas avec la DGOS, juste seulement avec la DGS, hein, parce que j'ai compris que la DGOS s'occupait de la planification, enfin des soins réglés en quelque sorte. Que la DGS, elle se préparait aux attentats ou aux attaques virales. Mais au niveau de la DGOS, non. Alors je ne sais pas comment faire pour amener l'idée que je vais vous donner en début de présentation, qui est de dire que les chirurgiens qui doivent prendre des gardes doivent se sentir concernés. Il ne faut pas forcément des chirurgiens viscéralistes, mais ça peut être d'autres spécialités. Je pense me rapprocher là à nouveau de la DGS dès lors que l'épidémie sera terminée et que les gens seront plus accessibles. Oui, parce que c'est exactement l'objet de cette réflexion. Alors, c'est l'organisation. Quel établissement va pouvoir faire de l'urologie de niveau 3, de niveau 2, de niveau 1 ? Et donc, ça s'inscrit parfaitement dans cette réflexion qui n'est pas terminée d'ailleurs. Et donc, ça pourrait être intéressant de trouver à tâche. La deuxième réflexion, c'est que vous avez parlé de labellisation. Et ça, c'est un concept qui, je crois, est assez récent, où ce sont les praticiens eux-mêmes qui fixent les règles à partir de leur expérience. Jusqu'à présent, les tutelles nous disaient, bon alors maintenant, on va faire comme ça, vous allez faire ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Après avoir consulté 2 ou 3 personnes, mais pas qu'il y ait une réflexion globale. Et je pense que ça, c'est un concept qui doit être vraiment poussé très loin, parce que nous avons eu en chirurgie bariatrique, nous avons mené cette réflexion avant les tutelles. Et les tutelles nous ont appelés en disant, nous allons organiser la chirurgie bariatrique sur le territoire. Quels sont vos critères ? Et nous nous sommes rendus à la réunion, ils étaient ravis que nous ayons fait ce travail, qui n'ont quasiment pas amendé, en fait, qui était déjà fait. Et je crois qu'il faut prendre les choses en amont, sans attendre que les tutelles nous disent « faites ci, faites ça ». Et c'est là où on est beaucoup plus fort, parce que nous, on connaît la situation et les problèmes pratiques. En tout cas, merci beaucoup pour votre communication. Oui, merci pour votre présentation. Alors, ce sont essentiellement des questions. C'est donc cette formation. Donc, heureusement qu'on vous a les militaires, hein, parce qu'il y a finalement assez peu de lieux, enfin assez peu d'institutions qui le font, mais quand même il y en a. Et je voulais savoir si vous avez pu développer des partenariats ou des échanges avec d'autres, comme par exemple le Comité international de la Croix-Rouge ou des organismes humanitaires. Décidément, ça me tient comme Médecins sans frontières. C'est une première question. Et pour attiser un tout petit peu plus large, est-ce que vous avez mené une réflexion sur cela au niveau de l'Europe ? Alors, mutualiser les formations, enfin faire profiter de notre formation militaire à des non-militaires, c'est assez délicat pour des problèmes de déclaration, d'ordre de mission, etc. On arrive à le faire à condition que les gens soient réservistes. C'est notre... Ou alors qu'ils appartiennent à une institution pour laquelle il y a une convention, comme les Prusses par exemple. Je pense que le professeur Ponce pourra mieux vous en parler, parce qu'il était à l'origine de ces travaux. Pour la deuxième question, l'Europe, on arrive à faire des échanges, mais là c'est encore entre militaires, on fait ça avec l'OTAN. Et on voudrait alors, c'est un petit peu comme vous disiez, monsieur le secrétaire général, à propos des tutelles, on ne voudrait pas que ce soit l'OTAN qui nous dise comment il faut faire une formation, mais je pense que comme on est un pays qui a quand même beaucoup plus de poids maintenant dans les opérations extérieures, on voudrait imposer le Cachirmex à l'OTAN. Voilà, c'est très bien. Vous avez raison. Être gaulliste. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions ? Oui. Bien écoutez, merci infiniment, monsieur. Bravo.